Bienvenue dans cette session d'échange de notre communauté de partage. Je suis Faisal Kemtori et je vous présente dans chaque épisode le parcours professionnel exemplaire de jeunes ambitieux de notre région. Le mois passé, j'ai publié le premier enregistrement de cette chaîne et il faut le dire, c'est le début. C'est pas encore parfait. Je sais que cela va s'améliorer avec le temps. Néanmoins, vu l'importance de cette action, il fallait bien se lancer. On fait des erreurs, on s'améliore et on passe à l'épisode 2. Aujourd'hui, je reçois pour vous un invité spécial, au parcours atypique et plein d'inspiration. Bonsoir Edgar, Bonsoir Faisal. bienvenue dans cette communauté de partage qu'on a dénommée Jeunes et Ambitieux. Merci. Alors, nous sommes très ravis de t'accueillir ce soir pour partager un peu de ton expérience avec les gens de cette communauté. Ok. Et pour débuter, tu pourrais d'abord te présenter pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Comment est-ce que tu te présentes? Ok. Donc, Tendano Edgar Modeste. Je suis ingénieur de conception informatique avec une spécialisation en sécurité des systèmes d'information. Et depuis octobre 2018, je suis responsable de la sécurité des systèmes d'information de Bank of Africa, Burkina Faso. Donc, de façon ramassée, voilà qui je suis. Ok, merci Edgar. Alors, nous serions dans un premier temps tentés de connaître un peu plus de choses sur toi, notamment ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait comme formation pour arriver au niveau où tu es aujourd'hui et où est-ce que tu as commencé tes études particulièrement? Peux-tu nous donner quelques détails sur ces aspects-là, du début de ta formation et de ta carrière? Ok. Donc, après le baccalauréat en 2008, j'ai rejoint l'Université polytechnique de Bobo, où j'ai fait une formation d'ingénieur de travaux informatique, option réseau et maintenance informatique. Par la suite, je suis resté toujours dans la même université de 2 années pour le diplôme d'ingénieur de conception informatique. Et après cela, j'ai eu un petit parcours dans le milieu professionnel en tant que stagiaire pour débuter dans quelques entreprises là. Et après, j'ai rejoint l'administration publique et j'ai décidé en fait, dès mon début dans l'administration publique, de poursuivre mes formations, ce qui m'a amené à postuler pour une formation en sécurité informatique dénommée Master de sécurité des systèmes d'information et de communication, MASICO, l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Bon, cette formation que j'ai pu terminer en fait m'a permis de pouvoir intégrer la Bank of Africa. Ceci est un peu mon parcours universitaire. Il faut dire qu'au-delà de ce parcours, j'ai reçu quand même quelques formations d'ordre professionnel dans le cadre du métier. Des formations souvent certifiantes et des formations juste pour pouvoir avoir les compétences techniques afin d'opérer en fait dans le système. Au-delà aussi, j'ai reçu des formations sur le leadership des associations. J'ai reçu des formations aussi sur en fait, le management des ressources humaines et des formations également dans le cadre de la gestion, de la création de la gestion en fait des entreprises. Bon, pour le moment, c'est des formations qui sont entre griffes mises au frigo, mais qui seront sorties en temps, si tout va bien, Au bon moment. au bon moment pour la gestion des entreprises. Tout à fait. Super. Alors, tu nous as un peu expliqué le domaine dans lequel tu es, qui est notamment l'informatique. Alors, on est tenté de te poser la question de savoir qu'est-ce qui t'a orienté en fait sur cette spécialité-là. Après que tu aies obtenu ton bac, qu'est-ce qui t'a orienté vers l'informatique et pourquoi n'as-tu pas choisi d'autres filières
Peux-tu nous dire un peu tes motivations sur ce choix-là? Et si c'était à refaire, quel serait ton choix? Ok. Pendant que j'étais en terminale, mon premier souhait était de faire du génie civil après le bac. Euh, à un moment donné, c'était les débuts du nouveau bachelier, il fallait faire un choix dans l'immédiat pour une formation précise. Donc, avec les conseils des amis et des parents, j'ai finalement opté pour l'informatique, ce qui m'a conduit à passer 5 ans à l'université de Bobo. Mais pendant que j'étais toujours à l'université de Bobo, j'étais tenté vraiment de pouvoir faire cette formation en sécurité des systèmes d'information, qui à l'époque, en tout cas, on savait que c'était un métier d'avenir et quelque chose de porteur. C'est un thème d'actualité, la sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui, il ne suffit pas de faire tourner les systèmes, mais il faut prendre toutes les garanties nécessaires en fait, afin que ces infrastructures puissent être sécurisées. Donc déjà à l'université, j'avais envie de le faire, mais bon, j'ai bouclé d'abord ma formation et après avoir rejoint la fonction publique, comme je l'ai dit, je, je me suis lancé en fait dans la formation en sécurité des systèmes d'information. Si c'était à refaire, si j'avais la possibilité de commencer le SSI depuis la quatrième année ou même en licence, je l'aurais fait. C'est vraiment un métier d'avenir, un métier très porteur, comme je l'ai dit. Et je pense que ceux qui ont la chance de s'orienter vers là-bas, ils n'ont qu'à se mettre au sérieux et à bosser très dur, à apprendre les compétences techniques. Ça finira toujours par payer. Super. En tout cas, c'est de très bons conseils que tu nous donnes là. Autre chose aussi sur lequel on se pose des questions, c'est notamment le premier emploi. La plupart des étudiants africains, après avoir terminé notre formation, on prend quelque temps pour d'abord chercher du boulot, glaner par-ci et par-là, tantôt des petits boulots, tantôt aussi dans le chômage. Et c'est une situation que on vit très souvent malgré soi, parce que l'on peine à avoir quelque chose de concret. Alors, pour ton cas, comment est-ce que cela s'est passé? Est-ce que juste après la formation, tu as eu ton premier boulot dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, qui est l'administration publique en tant que fonctionnaire? Comment est-ce que cela s'est passé? Ou bien si tu as eu d'autres boulots d'abord? Et as-tu été face à ces difficultés de trouver ton premier emploi? Le contexte du Burkina est assez difficile. Assez difficile en ce sens que, comme tout le monde le sait, plein d'entreprises aiment le titre stagiaire. En réalité, on fait le boulot, il y a un ingénieur plein, mais on a juste le titre stagiaire. Donc il faut dire que juste après les études et après les stages de fin de cycle, on, on avait reçu la possibilité de pouvoir intégrer certaines entreprises, mais toujours en tant que stagiaire et avec souvent la rémunération que vous connaissez. Bon, Justement, quand tu parles de rémunération que l'on connaît, bon, facilement, on a souvent été amené, après avoir obtenu son master, de se retrouver au sein d'une entreprise qui prétend vouloir nous recruter, mais qui malheureusement va te payer 30 000 francs le mois pendant que tu as un master. ouais. Et cela est vraiment dommage, surtout quand tu as fait de brillantes études, croyant que tu étais le meilleur, et tu te retrouves dans une telle situation. Comment est-ce que tu appréhendes cette situation? Oui, il faut dire que moi personnellement, j'ai, j'ai fait 9 mois pratiquement hein, dans une entreprise dans le cadre de mon stage de fin de cycle. Et après, ils m'ont proposé de continuer en tant que stagiaire. J'ai dû libérer les coins et puis je suis parti. J'étais payé 25 000 francs à la fin du mois. Waouh! 25 000 francs pour Incroyable. Pour un quelqu'un bac plus qui a 5. fait Un bac plus 6 5. à 7 années Ouais. d'études. Si,
il faut payer le loyer, il faut payer le carburant, il faut toutes les dépenses en fait qui coïncident avec ta vie de jeunesse. Ça, c'est parce que tu n'étais pas encore marié à l'époque. Bon, j'ai préféré libérer le coin. Je suis allé donner des enseignements en fait dans les lycées publics, dans les lycées privés plutôt. Et je travaillais en tant que freelance parce que j'estimais que je gagnais nettement mieux dans ces conditions-là. Et ça me permettait de mieux vivre que de travailler dans une boîte où on me payait 25 000 francs par mois. Et il faut dire qu'après cette dernière boîte, il y a deux autres entreprises qui m'ont contacté dans le même contexte. Et on m'a proposé des contrats de 6 mois de stage avec 50 000 francs comme salaire. Et des contrats de 6 mois de stage également avec 100 000 francs comme salaire. J'estimais en fait que bon, C'était pas à ta hauteur. ça cadrait pas avec mes objectifs. Ok. Et puis bon, je me suis dit que techniquement, peut-être que tu gagnes quelque chose, mais c'est pas évident que tu puisses t'en sortir parce que on connaît souvent comment les choses se passent au Burkina dans les boîtes où tu montes à 7h30 du matin et tu peux rester là-bas jusqu'à 21h, 22h. Et pour les salaires qu'on connaît, c'est pas évident. Donc, j'ai préféré travailler comme ça en freelance jusqu'à obtenir mon admission dans la fonction publique où je suis resté 3 ans, je crois, avant de rejoindre la Bank of Africa. Ok, mais pour revenir un peu à cette première expérience, pour les jeunes qui sont en train de terminer leur formation, ou certains même qui ont terminé leur formation, mais qui refusent de se laisser exploiter pour des boulots où ils vont beaucoup travailler et être mal rémunérés, est-ce que tu ne penses pas qu'à quelque part aussi, c'est un départ qui va contribuer en fait à la formation de la personne? Par exemple, je dis ça parce que comme tu l'as si bien expliqué, il y a des gens qui vont refuser catégoriquement de céder à de telles offres minables, on va dire. Mais ils n'ont pas quelque chose dans la main, dans l'immédiat. Est-ce que souvent dans ce genre de situation, c'est pas mieux de continuer avec ces activités-là, tout en sachant que voilà, tu te fixes d'autres priorités et tu sais que c'est pas une fin en soi, c'est pas ce que tu veux, tu te fixes d'autres objectifs, mais pour l'instant, comme tu n'as pas autre chose, tu gères cette activité en attendant. Quitte à pouvoir se former ou bien à continuer à exercer en attendant. Tout est question d'objectif et tout est surtout question du milieu dans lequel tu te retrouves. Il y a des boîtes, si tu te retrouves dedans, tu vas facilement bénéficier de certaines formations. Tu vas bénéficier également d'examens de certification où ils te payent gratuitement, ils te fournissent le budget pour faire les examens. Par contre, il y a d'autres boîtes où quand tu te retrouves à l'intérieur, tu travailles dur, tu travailles très dur. Et pour donner un exemple, la troisième boîte dans laquelle j'ai refusé de travailler en tant que stagiaire, un camarade de classe qui est resté a finalement préféré démissionner également et s'asseoir à la maison pour travailler de façon personnelle parce que bon, le rythme de travail était soutenu et il n'arrivait pas à, à faire le lien entre ce qu'il gagnait comme rémunération et puis le travail qu'il fournissait. Donc je dis que tout est question d'objectif et question de milieu dans lequel tu te retrouves. Il faut savoir qu'on a tous une vie à construire. Et ce n'est pas avec les salaires qu'on nous offre par moment là qu'on va pouvoir se construire cette vie-là. C'est suffisamment difficile de sortir de l'école avec toutes les compétences et les connaissances que nous avons et devoir se plier à un salaire de 100 000 francs par mois qui ne suffirait même pas à prendre en charge et ton loyer et ton carburant pour ton déplacement alors que tu dois manger également et vivre pour pouvoir travailler. C'est ça le souci principal. Moi, je crois que une structure comme l'inspection du travail au Burkina Faso gagnerait à mieux voir cet aspect-là pour permettre aux jeunes de mieux s'en sortir. Les jeunes sortent avec d'énormes connaissances des universités, mais ils ont des difficultés pour s'insérer dans la vie professionnelle à cause de ces stages. De toute façon, certains patrons d'entreprise te diront toujours, si tu quittes, quelqu'un d'autre viendra prendre ta place. Mais je me dis toujours que Justement,
puisqu'on est très nombreux à chercher de l'emploi et même à chercher des stages. Et souvent, pour un stage que X aura refusé, Y Quelqu'un va d'autre viendra. rapidement voilà, récupérer cela. Et c'est sur ça aussi que les entreprises jouent un peu et ça nous pose quelques problèmes Voilà souvent. pourquoi je dis que l'inspection du travail gagnerait à aider les jeunes, Organiser tout à ça. s'organiser, à aider les jeunes qui viennent de sortir des universités. Parce que c'est très regrettable. Très regrettable. Nous voyons certains en fait qui, jusqu'à un âge très avancé, ils ne peuvent même pas du tout se prendre personnellement en charge. On ne parle même pas d'une famille. S'ils tombent malades, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir alors qu'ils ont fait des brillantes études. Donc finalement, je crois que ce que la plupart, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes font quand ils finissent leurs études, travailler en freelance, faire des petits projets entre eux, ils voient comment ils peuvent s'en sortir en attendant de pouvoir intégrer un milieu professionnel plus stable. Ce n'est pas qu'on ne veut pas travailler pour les entreprises, mais on a besoin de vivre également. On ne peut pas aller se mettre dans des conditions où on ne peut pas, même sa propre santé, tu peux prendre ça en charge. À 26 ans, 27 ans, maman ou papa ne peut pas être là, continuer à te prendre en charge sur le plan financier, il y a un souci. Tout à fait. C'est vrai qu'à cet âge-là, le problème financier aussi se pose et c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, on va passer à une autre question qui est quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer lors de tes premiers abords dans le domaine professionnel? À la sortie de l'université, pour ton premier boulot ou au sein même de la première structure dans laquelle tu as eu à travailler, quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer et quelles ont été les solutions que tu as pu mettre en œuvre pour pallier à ces situations problématiques? Oh, pas de difficulté particulière, souvent c'est peut-être des problèmes de génération. On arrive à trouver une ancienne génération sur place. Et vous arrivez avec, en tant que nouvelle génération, vous avez également vos idées que vous voulez mettre en place. Souvent, vous n'arrivez pas à vous mettre en phase. Et ça peut-être cause quelques difficultés par rapport aux objectifs de travail. Je crois que au fil du temps, on finit par s'accorder sur quelque chose et à s'entendre pour la poursuite du travail. Mais bon, pendant les études, pour préciser quelque chose, la principale difficulté aussi souvent, c'est comment trouver un stage pour préparer son mémoire et aller soutenir. C'est vraiment difficile aux étudiants. Je sais pas, Tout à fait. c'est pas. Nos aînés, à un certain moment donné, certains de nos aînés ont profité de la bienveillance des encadreurs de l'université pour trouver des stages aux étudiants. Mais à un moment donné, surtout à notre niveau, c'était extrêmement compliqué. Comment faire pour trouver un stage à Ouaga? À l'époque, l'ESI était la seule école d'informatique, donc c'était plus simple. Maintenant, il y en a une floraison d'écoles d'informatique. Donc, ça fait que finalement, trouver un stage à Ouaga, un stage pour pouvoir préparer son mémoire, c'est la croix et la bannière. Et souvent, on est obligé de prendre juste ce qui est à notre portée pour pouvoir préparer notre mémoire et aller soutenir. Ok. Justement, parlant de stage, comment est-ce que tu conseillerais ceux qui sortent de l'université de procéder, comment est-ce qu'ils peuvent procéder pour obtenir des stages? Il y a, On sait très bien que actuellement, comme tu l'as si bien dit, il y a beaucoup d'universités, d'écoles de formation dans lesquelles il y a beaucoup d'étudiants qui sortent chaque année et eux aussi, ils sont tous à la recherche de stages, tantôt pour pouvoir soutenir leur diplôme de fin d'études, tantôt pour des soutenances de classe intermédiaire. Alors, on se retrouve tous sur le marché à rechercher un stage et les entreprises n'ayant pas conséquemment de place pour tous, ça devient quelque chose de très compétitif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire selon toi pour être mieux outillé en fait pour obtenir ces stages-là par rapport à la plus grande je masse? déplore un fait. Pour ma part, ce qui me concerne,
je me dis que c'est pas les étudiants en fait qui doivent trouver les stages. C'est plutôt les écoles qui doivent faire du lobbying. Donc les universités, comme je l'ai dit, ils, ils savent très bien de plus en plus que les écoles deviennent assez nombreuses dans tout le Burkina. Quelqu'un qui fait ses études à Ouaga peut se retrouver à Dori pour un stage. Quelqu'un qui fait ses études à Bobo peut se retrouver à Gawa ou à Fada pour un stage. Il devient de plus en plus difficile, comme nous le savons tous, pour un individu lambda, un étudiant qui a peu de ressources, disons-le honnêtement, nous, peu de relations humaines, de pouvoir se trouver en fait un stage concret pour la préparation de son mémoire de fin de cycle. Les universités reçoivent les étudiants pour les former. Et j'estime que le stage fait partie de la formation. Et les universités ont eu des étudiants qui sont passés à leur niveau et qui sont employés dans des structures un peu partout dans le pays. Ils pourront d'une manière ou d'une autre faire du lobbying auprès de ces derniers afin de pouvoir trouver des stages aux étudiants afin qu'ils puissent se soutenir. Certains gars font 2, 3, souvent 4 ans avant de soutenir leur diplôme juste parce qu'ils n'ont pas trouvé le stage à temps ou bien ils n'ont pas trouvé un bon stage au bon moment pour pouvoir soutenir. Donc ça reste un problème très évident qu'il faut que d'une manière ou d'une autre, les gens puissent en fait trouver la solution pour les étudiants. C'est vrai que quand on vient à l'université, c'est pas l'université qui nous a appelé de venir là-bas. On a postulé à un concours, on a fait le test, on a été admis. Mais l'université pourra d'une manière ou d'une autre contribuer à l'encadrement de ceux qui ont des difficultés pour trouver des stages pour leur mémoire de fin de cycle. Tout à fait. Je suis d'accord avec ce que tu viens de nous expliquer, mais par contre, j'ai aussi une proposition que je pense on pourrait, qui est assez discutable. Et je te la présente de la façon suivante. À partir du moment où on sait que euh, le problème, il demeure, c'est que les entreprises ont du mal à régurgiter en fait l'ensemble des étudiants qui sortent des universités en les fournissant des stages. C'est pas évident que les entreprises puissent récupérer tous ces étudiants. Et dans le même temps, on peut aussi compter sur les écoles pour faire tout le lobbying derrière pour permettre à leurs étudiants de trouver des stages. Mais il ressort aussi qu'il y a des universités comme les universités publiques où les professeurs ou bien l'administration de l'école est plutôt submergée par pas mal d'autres problèmes qui les occupent et qui fait qu'en fait, ils n'ont pas le temps de se préoccuper de trouver des stages pour tous les étudiants, délaissant ainsi certains étudiants dans une situation vraiment inconfortable où ils n'ont pas l'appui de l'école pour trouver un stage pour eux, mais il y a aussi le temps qui leur est imparti pour trouver le stage qui est assez réduit, alors qu'ils doivent trouver de quoi soutenir pour leur fin d'études. Du coup, à ce propos, moi je pense que à quelque part aussi, il faut que les étudiants, à leur niveau, ils se prémunissent quand même de certaines méthodologies pour leur permettre à eux d'avancer aussi quelques actes qui vont faire en sorte qu'ils puissent, d'une manière ou d'une autre, se distinguer parmi la masse et trouver quelque chose au final d'eux-mêmes, plutôt que d'attendre seulement que l'école ou les parents les trouvent quelque chose. Et donc, qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis d'accord, c'est normal. De toute façon, à un moment donné ou l'autre, dans le parcours, chacun est souvent obligé de poser les actes individuels il peut mettre en œuvre pour pouvoir faire son stage de fin des cycles afin de rédiger son mémoire pour devenir soutenir. Mais comme je l'ai dit, pour moi, je trouve que une école, par exemple, comme l'ESI, a vu suffisamment de personnes passer à son niveau. Une école comme l'ESI
suffisamment de cadres un peu partout, que ce soit dans l'administration publique de Burkina ou que ce soit en fait dans le privé. L'école n'est pas obligée de tout le temps être derrière ces gars-là pour insister par rapport au stage auprès des étudiants. Mais on peut peut-être déjà constituer un annuaire en fait, une annuaire des anciens étudiants et qu'on pourra adresser en fait aux étudiants pour pouvoir contacter ceux qui ont été leurs aînés auprès de ces universités-là, avec des lettres de recommandation qui pourront être signées par le directeur de l'école, afin qu'ils puissent obtenir facilement ces stages. Et très souvent, certains ont des stages disponibles, mais ils ne les communiquent pas. On sait très bien que le besoin existe très souvent au sein du milieu de l'administration publique comme dans le privé. Donc, les anciens peuvent toujours coacher en fait les plus jeunes pour qu'ils puissent s'en sortir. De toute façon, de façon individuelle, si on jette les gens dans la marée, il y a ceux qui pourront toujours s'en sortir parce que tout simplement, ils ont toujours des gars qui les appuient et qui les orientent, qui les conseillent pour qu'ils puissent s'en sortir. Il y a ceux qui vont s'en sortir parce qu'ils se sont battus de façon individuelle et de façon acharnée contre vent et marée pour s'en sortir. Et il y a ceux qui finiront par échouer parce qu'ils n'ont pas pu lutter contre les difficultés en fait de ce monde. Donc, je trouve que c'est vrai, chaque étudiant devrait se battre de façon individuelle pour s'en sortir. Mais je pense toujours et je crois que les universités peuvent d'une manière ou d'une autre trouver un moyen pour aider toujours les étudiants. On peut responsabiliser un enseignant au sein de l'administration qui s'occupe spécialement des stages, qui n'attend pas à ce que chaque étudiant trouve un stage avant de lui affecter un encadreur, mais qui fera le point afin de voir au moins ceux qui n'ont pas encore trouvé de stage, comment faire pour les aider, pour qu'ils puissent en trouver. Parce que ça demeure quand même une situation très difficile, cette histoire de stage de fin de cycle dans nos universités. Ok, super. C'est vraiment bien détaillé et je pense que je suis d'avis avec toi. Et effectivement, nos écoles ont vraiment beaucoup à faire sur cette question-là et on espère que d'ici là, beaucoup de choses pourront J'ai bouger. Alors, pour avancer, voici une autre question sur laquelle je voudrais avoir ton avis. Alors, selon toi, quels sont les débouchés d'avenir du monde de l'emploi? Alors, j'essaie un peu d'expliquer cette question parce que je pense qu'elle est assez ambiguë. L'idée derrière cette question, c'est d'avoir ton point de vue sur l'évolution du monde du travail. Vers quel aspect du monde du travail est-ce qu'on est en train d'aller actuellement? Certains diront que le milieu de l'emploi est en train de se transformer complètement de sorte à ce que les types de contrats que nous avions avant, notamment les contrats à durée indéterminée, sont en passe de ne plus être d'actualité pour les années à venir. Et il y a beaucoup de cas comme ça où on se retrouve très souvent avec des contrats de consultance pour des grandes boîtes qui vont de souvent 6 mois à une année maximum, certains même pour 2 ans ou 3 ans. À titre d'exemple, on peut citer par exemple les grandes institutions comme la Banque mondiale, les Nations unies, la Banque africaine de développement. Au sein de ces institutions-là, tu verras que les types de contrats ne sont pas les contrats habituels que nous avions au niveau des postes de, de fonctionnaires. Très souvent, c'est des contrats de 2 ans ou 3 ans renouvelables. Et ces fonctionnaires internationaux-là fonctionnent de cette façon-là, de contrat en contrat. Alors, je reviens encore sur la question, quel est, à ton avis, les débouchés d'avenir du monde de l'emploi? le milieu du travail au niveau international, je le maîtrise pas très bien. Le milieu du travail dans les institutions telles que
l'OMS, la Banque mondiale, la BAD. Je les maîtrise pas très bien. Mais je sais une chose de plus particulière. Il faut juste bosser, être performant et être très compétitif. Si quelqu'un est compétitif, il fait un contrat de 6 mois quelque part. S'il finit, c'est sûr qu'au bout de 2 3 mois, il va trouver un autre contrat de 6 mois, d'une année. Et peut-être ce qui va lui conduire à un moment donné à avoir un boulot stable à quelque part. Mais concernant ce qui se passe particulièrement au Burkina Faso, je sais que notre pays est un pays qui est vierge, si on veut le dire. Je vais dire que en termes, Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Un pays vierge, qu'est-ce je, que cela je signifie vais dire pour toi? en termes d'emploi. En termes d'emploi, il est vrai qu'on a des difficultés liées à la question sécuritaire, mais en termes d'emploi, il reste beaucoup de choses à faire. Le Burkina Faso, c'est un pays en pleine construction. Construction à tous les niveaux. La construction des routes, la construction des écoles, la construction des bâtiments, les infrastructures TIC, technologies de l'information et de la communication. Nous sommes très en retard par rapport à la plupart des pays de la sous-région. Nous sommes énormément en retard. Et nous avons besoin en fait d'ingénieurs bien formés et des gens très qualifiés en fait pour permettre au pays d'avancer. Donc, pour ma part, il n'y a pas de domaine. Souvent, on entend les gens dire que l'informatique est saturée, l'informatique est saturée. Quand on était à la terminale, c'est ce qu'on nous disait. L'informatique est saturée. Progressivement, on a compris en fait que il suffit de bien t'orienter et d'être très bien formé. On comprendra en fait que l'informatique n'est pas saturée. Le milieu du travail est difficile peut-être actuellement au Burkina compte tenu de la question sécuritaire. Mais je garde la foi et je crois bien que quand ce pays sera stable et que tout sera rentré dans l'ordre, on comprendra en fait qu'on a besoin d'une main-d'œuvre très qualifiée. La preuve, les mines d'or ont ouvert au Burkina dans les années 2005-2008. Il y a des, des postes de métier en fait dans les mines en fait qui n'existaient pas au Burkina. Il n'y avait pas d'ingénieur qualifié en mine qui était formé au Burkina. On était obligé d'aller au Ghana ou au Togo pour chercher ces ingénieurs afin qu'ils puissent venir travailler. Dieu faisant les choses, une école de mine a ouvert à Fada et dans certaines écoles privées à Ouaga. J'espère bien que les gens pourront contribuer d'une manière ou d'une autre à l'employabilité en fait de ces jeunes là qui sortiront de ces écoles. Donc, moi, je crois que le Burkina Faso est un pays. C'est vrai qu'on pense qu'on est suffisamment nombreux, mais je pense que quel qu'en soit le domaine d'activité sur lequel on se lance, on peut toujours s'en sortir. Les gens se plaignent souvent des domaines littéraires. Je veux parler des domaines comme lettres modernes à l'université ou histoire géo. Mais Burkina Faso manque d'enseignants. Burkina Faso manque d'enseignants en français. Burkina Faso manque d'enseignants en histoire géo. Les enseignants dans les disciplines scientifiques telles que les mathématiques, la physique, chimie et les SVT, ça cause toujours problème. Tout dépend en fait de la situation du pays. Je crois bien que chaque jeune burkinabé doit toujours se battre pour atteindre l'excellence et venir un jour contribuer à l'avancée du pays. Et se dit une chose de primordial. On ne va pas à l'école, on ne cherche pas les diplômes pour devenir forcément travailler pour l'État ou travailler pour quelqu'un, une institution. On a la possibilité d'entreprendre. C'est vrai que c'est dur, c'est extrêmement compliqué, mais on peut toujours entreprendre d'une manière ou d'une autre et s'en sortir. C'est difficile, mais il faut se dire que c'est possible. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces conseils-là qui sont vraiment très importants parce que très souvent, nous 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 focalisons sur la recherche de l'emploi tout en oubliant que l'emploi a besoin aussi d'être créé. Et à partir du moment où tu arrives à créer de l'emploi, tu pourrais aussi constituer une source de recrutement pour d'autres
qui sont intéressés à avoir du boulot. Mais très souvent, on n'est pas orienté vers cela et c'est un peu plus tard, après des années de travaux au sein de d'autres sociétés, que on se réveille, on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire soi-même, mais malheureusement, étant déjà engagé sur d'autres projets, d'autres contrats, on est aliéné et c'est vraiment difficile en ce moment de se lancer dans l'entrepreneuriat. Également, dans ton intervention, tu es revenu sur un aspect très intéressant sur lequel quand même je voudrais qu'on revienne. C'est notamment le cas des mines, le cas des mines qui ont ouvert depuis un certain temps au Burkina et où beaucoup d'entre nous, jeunes, avons eu des contrats, on a intégré ces mines-là et où également les salaires sont de niveau assez intéressant et incite beaucoup à se tourner vers ces types de boulot. Alors, la question que j'aimerais te poser, c'est de savoir, est-ce que, à ton avis, pour un étudiant qui a deux offres, une offre de contrat à durée indéterminée et une offre de contrat à durée déterminée. Alors, entre ces deux types de contrats, très souvent, on est vite conseillé par les plus anciens d'opter pour le contrat à durée indéterminée puisque cela constitue quelque chose d'assez pérenne et de plus stable. Alors, quel est ton avis là-dessus? Parce que je comprends que actuellement, dans notre quotidien, on va rencontrer des gens qui quittent des contrats à durée indéterminée pour des contrats à durée déterminée. Je ne sais pas, est-ce que pour toi, c'est des choses que tu comprends très bien? Quel est ton avis là-dessus? C'est toujours un problème de milieu et surtout un problème d'objectif, à mon avis. Quitter un CDI pour aller à un CDD, c'est qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Est-ce que si le CDD finit, on pourra trouver un autre CDD? Est-ce que, par exemple, on pourra peut-être trouver suffisamment d'expérience pour pouvoir en fait se constituer en tant que consultant ou après? Les gens voient souvent les grosses sommes qu'ils vont toucher pendant peut-être 2 3 ans et ils font la bamboulade durant ces 2 3 ans et après la fin du contrat, c'est difficile. Alors que souvent, ces 2 3 ans de travail avec des gros salaires peuvent nous préparer en fait à une vie plus épanouie, même si on n'a pas de boulot très stable. Malheureusement, nous les jeunes Burkinabés, il y a des contextes en fait qui rendent l'exploitation de nos occasions de nous en sortir très difficile. Et quitter un CDI pour un CDD, moi j'ai pas de contrainte particulière à ça. J'ai juste dit que il faut pouvoir juger en fait les contextes dans lesquels les choses se passent et ce qu'on va gagner en allant dans ce CDD et qu'est-ce qu'on va perdre. Ok, merci beaucoup pour ces conseils-là. Alors, autre chose aussi, c'est le travail à l'international. Beaucoup de nos jeunes, après la formation, cherchent du boulot, mais juste en interne. Ils ont étudié soit à Bobo, soit à Ouaga, en, partic- en particulier dans les grandes villes. Et à chaque fois, on a tendance à s'orienter vers les entreprises qui sont dans ces mêmes villes-là. On se focalise sur eux, on fait des documents de candidature, on postule, mais on oublie dans le même temps que hors de ce périmètre-là, de ces villes-là, il y a d'autres entreprises aussi du même standing, aussi ou même très souvent de plus grand renom,
qui ont peut-être besoin de stagiaires, qui ont besoin de jeunes, jeunes diplômés qu'ils vont recruter, mais dû au fait qu'on ne s'intéresse pas à l'international, c'est facilement des choses qui nous passent sous les doigts. Quel est ton avis là-dessus? Qu'est-ce que tu as à donner comme conseil à ceux qui sont dans ces situations-là? Il y a des gens qui ne veulent pas vivre en dehors du Burkina. Il y a des gens, là où ils sont, ils se sentent à l'aise et puis ils sont tranquilles. Ils n'ont pas envie en fait de quitter le pays. S'ils quittent le pays, peut-être pour 2 semaines, un mois tout au plus, et puis ils reviennent. Donc c'est difficile de demander à une telle personne d'aller se trouver du boulot à l'extérieur du pays. Il y a des gens qui postulent, qui cherchent du travail à l'international et qui n'arrivent pas à trouver tout simplement parce que peut-être qu'ils n'ont pas les compétences suffisantes pour pouvoir avoir le boulot. Peut-être que entre Burkinabé, au contraire de ce que font les Sénégalais et les Maliens, il n'y a pas suffisamment de lobbying en fait que nous faisons pour pouvoir permettre aux Burkinabés de sortir. C'est toujours un avantage si quelqu'un a la possibilité de sortir, de, de, d'apprendre surtout d'abord, parce que les connaissances techniques, c'est pratiquement la même chose que nous faisons partout. Mais souvent, il y a des milieux où nous apprenons beaucoup mieux parce que les contraintes sont beaucoup plus élevées là-bas et ça exige beaucoup plus de travail. Donc déjà, dans les aspects techniques, on engrange quelque chose et culturellement également, on apprend beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de quitter le Burkina, n'ont pas du tout envie d'aller hors de leur patrie, souvent pour des contraintes de famille, souvent pour une convenance personnelle, ils préfèrent rester au Burkina pour travailler. Là, on peut pas convaincre ces gens de personnes-là de faire un tour ailleurs. Il faut juste qu'ils puissent trouver quelque chose qui les convient au pays pour s'en sortir. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a de ces promotionnaires que je connais très bien qui, à un moment donné, avec qui j'ai discuté pour savoir est-ce qu'ils seraient intéressés pour des offres à l'international. Et il se trouvait que eux n'étaient pas dans la situation, ils n'avaient vraiment pas besoin d'un poste à l'international parce qu'ils avaient un attachement au pays qui est plus fort, en tout cas beaucoup plus justifié, qui les empêche de songer à aller à l'international. Mais par contre, il y a beaucoup d'entre nous qui seraient intéressés par des offres à l'international. Mais malheureusement, étant donné qu'on a toujours vécu dans le même pays ou peut-être dans la même ville, on n'a pas ce réflexe-là de penser que voilà, le domaine dans lequel j'ai étudié, le domaine dans lequel je me suis spécialisé, c'est un domaine qui peut me permettre d'aller dans des endroits autres que là où je suis pour euh, vendre mon expertise. Parce que quoi qu'on dise, le pays nous forme, c'est vrai, et le pays a besoin de nous, mais dans le même temps, le pays aussi a besoin que notre expertise qu'on a acquis puisse être exportée à l'étranger. Et ce serait vraiment un avantage pour le Burkina, par exemple, qu'on ait beaucoup de nos ressortissants qui s'intègrent aussi dans les institutions internationales, qui s'intègrent aussi dans les grandes sociétés européennes ou américaines. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je pense que souvent il est intéressant de rappeler les plus jeunes qu'il n'y a pas que juste le pays où ils peuvent trouver de l'emploi. À partir du moment où ils ont une bonne formation, ils sont à mesure de s'intégrer un peu partout, que ce soit en Afrique, dans la sous-région, que ce soit dans d'autres régions de l'Afrique, ou que ce soit d'ailleurs même vers l'Europe ou l'Amérique. C'est ça, comme je l'ai dit en fait, on, on a déjà en fait des compatriotes qui sont dans des institutions un peu partout dans le monde et il faut qu'ils fassent le lobbying. Il faut qu'ils fassent le lobbying. Il faut qu'ils trouvent en fait quand il y a une opportunité d'emploi qui peut intéresser des jeunes burkinabés, qu'ils les fassent signe, qu'ils les donnent l'information. Quand il y a
il y a des spécialisations en fait au niveau de certaines institutions en fait qui sont beaucoup demandées. Vous pouvez peut-être faire le signe aux jeunes Burkinabés, ils pourront peut-être s'orienter déjà dans ces formations dès la quatrième ou la troisième année à l'université. Ce qui va nous permettre en fait de nous vendre mieux à l'extérieur. Il est vrai également que travailler à l'extérieur c'est toujours bien parce que il y a des ressources financières qui seront en fait rapatriées au pays, comme on le dit. Il y a de la culture de l'autre qu'on apprendra. Et techniquement, on apprendra toujours quelque chose. Mais comme je le dis toujours, il faudrait que ceux qui ont déjà l'opportunité de travailler au niveau de ces institutions-là, en dehors du Burkina Faso, puissent contribuer à faire venir le maximum de Burkinabés. Surtout ceux qui veulent y venir. Et c'est comme je l'ai dit, il y a certains attachements souvent également au pays qui font que certaines personnes n'ont pas du tout envie de quitter le pays pour aller travailler ailleurs. Tout à fait. Alors, maintenant, je pense que nous sommes en train de tirer vers la fin. Il nous reste environ deux ou trois questions pour terminer. Et la suivante, c'est quelle littérature, en fait, recommanderais-tu pour un développement personnel ou bien un développement professionnel ou technique de soi-même? Développement personnel, je ne sais pas trop. J'en connais pas beaucoup, mais je sais que souvent, très souvent, il y a le vécu de certaines personnes en fait qui ont réussi leur vie et qui sont parfaitement intégrées, qui ont des grosses sociétés que on peut retrouver le récit de leur vie sur Internet. Souvent, c'est intéressant de lire leur parcours pour voir exactement comment certaines personnes ont souffert, comment certaines personnes ont peut-être souvent été délaissées complètement par leurs proches, ou certaines personnes ont vu leur femme les quitter, et malgré ça, ils ont tenu bon, et actuellement, ils sont très puissants dans le monde. Il y a souvent le parcours de ces gars-là qui se retrouve en fait sur Internet, qu'on peut lire et puis nous inspirer. Côté professionnel et technique, c'est surtout lire, lire, lire énormément ce qui concerne son domaine. Ce qui concerne son domaine pour être mieux perfectionné et très compétitif en fait pour pouvoir aborder le marché de l'emploi. Et pour soi-même, surtout, les livres sains sont des sources en fait de, de morale, de leçons et des sources des guides en fait pour notre vie quotidienne. Que ce soit la Bible, que personnellement en tant que catholique je lis particulièrement, le Coran également que je lis par moment pour mieux connaître cette culture. Il y a toujours des très bonnes choses qu'on trouve à l'intérieur de ces deux livres-là. Malheureusement, c'est des livres qu'on ne peut pas lire comme un livre d'histoire jour. Et très souvent, beaucoup d'entre nous les lisent en fait comme des livres d'histoire jour. Et après, bon, ce qu'on cherche dedans, on finit par ne pas le trouver. Donc, je trouve que c'est des très bons livres, mais techniquement, il faut beaucoup lire dans son domaine. Il faut beaucoup lire et de sans la route aussi, lire dans d'autres domaines pour pouvoir avoir une culture de certains métiers qui ne sont pas forcément le sien, afin de comprendre. Ok, merci pour ces conseils. Alors, as-tu un proverbe particulier, une citation, une anecdote ou une phrase d'accroche qui t'encourage et te motive particulièrement, que tu voudrais partager avec les plus jeunes? Juste un proverbe qui a été dit par le président Thomas Sankara. Je sais qu'il ne vient pas de lui, il vient de quelqu'un d'autre que je ne connais pas, mais c'est un proverbe qui me tient vraiment à cœur. Le proverbe dit: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la connaissance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, seule la lutte libère. Merci, camarade. Il faut dire que la vie est dure, la vie est compliquée, mais rien ne peut nous empêcher de nous en sortir si on se bat très dur et que si on met tous les atouts nécessaires de notre côté pour aller de l'avant dans la vie. Tout à fait. Alors, pour terminer, je voudrais savoir comment est-ce que les membres de la communauté peuvent te contacter au besoin.
par quelle plateforme est-ce que on peut te joindre pour demander des conseils ou éventuellement avoir des échanges avec toi? Mon WhatsApp, c'est 00226 76 49 42 85. Mon Skype, c'est Edgar Tendano, collé. Mon mail, c'est tendanoe@yahoo.fr. Et Facebook, c'est Tendano Edgar. Ok, merci beaucoup, mon cher gars, Merci Faisal. d'avoir accepté partager ton brillant parcours avec nous. C'est un honneur. Et ceci n'est qu'un premier enregistrement que nous avons avec toi. Ok. Et certainement te solliciter pour d'autres interventions éventuellement. Je serai toujours disponible dès qu'il y aura possibilité d'échanger avec toi. Merci et à très bientôt. Merci, au revoir.